Alors je vais vous demander l'objectif de cette prochaine manifestation, s'il vous plaît. C'est de montrer une fois de plus notre détermination à arrêter le projet de Notre-Dame-des-Landes et faire en sorte que les pouvoirs politiques et les concessionnaires ne viennent plus ici et actent l'abandon du projet ici. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette journée du 22 février? Là, c'est un grand rassemblement populaire, familial, joyeux, pour qu'il y a beaucoup de monde qui crient leur opposition au Notre-Dame et que des projets comme Notre-Dame, on doit arrêter et que nous sommes dans une crise aussi financière qui s'abat plus sur les plus faibles qu'on assiste que tous ceux qui sont des actionnaires de grandes sociétés continuent à s'engraisser sur notre dos et il va falloir que ça arrête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ces comités de soutien à travers la France qui s'organisent, qui viennent justement avec vous plaider votre cause? Ça, c'est le résultat d'une longue période d'information de la part des habitants d'Azad, de la part de la coordination et de la CIPA, et qui fait qu'aujourd'hui, à travers toute la France et même à l'extérieur, Notre-Dame-des-Landes est un cas d'école pour les mesures environnementales et que ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, on veut tout mettre par terre au niveau de la réglementation, du respect de la nature, de la biodiversité et aussi du respect de ce que nous, on veut comme société demain. Et donc c'est à travers, en partie à travers la manifestation du 22 que ça s'exprimera. D'accord, donc effectivement, Notre-Dame-des-Landes, c'est un cas qui intéresse au-delà de notre département, au-delà du Grand Ouest. Oui, on ne veut pas s'enfermer dans une logique de défense d'un petit secteur. C'est le processus et de la façon qu'on a mené le débat sur la faisabilité ou pas d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes avec toutes ses conséquences qui est remis en cause. C'est tout le débat démocratique dans cette société qui ne répond pas à l'aspiration des citoyens et des citoyennes. Et donc, du coup, vous parliez de cette action, mais éventuellement d'autres actions s'il y avait une intervention policière. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur la force et la détermination des comités de soutien qui sont dans la France. On en a plus de 200. Si j'étais ministre sous François Hollande, je me dirais pour m'amuser, la faire au Disneyland, ou bien aller au musée, ou même passer une commande, m'acheter un truc abusé, un gadget sur lequel je bande, ouais, je pourrais me payer une fusée, et m'installer aux commandes, un élevage de médusées, leur faire chaque jour une offrande, je me dirais que pour m'amuser, toutes ces idées se défendent, mais j'ai trouvé plus rusé, et plus près, c'est Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais faire raser 2000 hectares de terre boisée juste pour fun et parce que les arbres ça a tendance à m'agacer, j'ai pensé qu'il y en a assez, qu'on pourrait bien en arracher quelques-uns et les remplacer par quelque chose de bien plus classé. Je me suis dit qu'un aéroport ferait l'affaire avec ses Airbus parce qu'alors il y en aurait deux au lieu d'un, il y en aurait encore plus. Oui, car en fait, soi-disant, il y en avait déjà un là-bas qui fonctionnait. Et j'en ai rien à battre car c'est par moi que les ordres sont donnés. L'aéroport, à chaque fois qu'il y a des maisons qui sont libérées, les tracteurs vigilants nous viennent et on sait aussi que s'il y a s'il y a une vague d'expulsion ou des débuts de travaux, et on peut aussi compter les uns sur les autres pour s'entraider et ça c'est riche et du coup nous on sait aussi qu'il y a tous les comités de soutien qui étaient là ce week-end et on a discuté de cette possibilité d'intervention sur la zone, que ce soit des expulsions ou des tentatives de chantier ou de début de chantier. On sait qu'il y aura les comités de soutien qui viendront sur le terrain en renfort. On sait qu'on va bloquer les flux dans la région si jamais ils tentent quelque chose. Et on sait aussi que les lieux de pouvoir ou de décision seront occupés partout sur le territoire. Donc clairement, ça nous a donné une grande confiance là ce week-end de rencontrer les comités de soutien, en plus du monde qu'on est sur la zone. On est organisé, on n'a jamais été autant organisé en amont, on ne sera pas surpris cette fois-ci. Le 22, on a un mois des municipales, vous voulez peser dans ce débat-là? Je dirais qu'on veut au moins poser la question et que la question elle ressorte un peu à ce moment-là parce que les gens l'oublient un peu. Là, on a beaucoup parlé de l'aéroport il y a un an et demi et là on en parle beaucoup dans les médias, c'est une chose qu'on peut
la communication que fait Nancy et la préfecture qui dit les travaux avancent, alors que depuis un an, rien qui a avancé. Sur le terrain, ils n'ont pas du tout avancé, et du coup, c'est dire, en fait, c'est pas... Du coup, pour les gens, en fait, c'est fini, il va se faire cet aéroport. Mais du coup, c'est remettre le débat en disant, en fait, non, il ne va pas se faire. On est là, on est terminé, on va faire tout ce qui est possible pour qu'il ne se passe pas. Et du coup, c'est remettre ça sur le tapis aussi à ce moment-là et dire que pour les gens, c'est encore impossible de changer. Et que, comme on le disait tout à l'heure dans la conférence de presse, le mot d'ordre, c'est 0 voix pour ceux qui sont pour le projet d'aéroport. Vous avez l'impression que pour l'instant, on n'en a pas suffisamment parlé justement dans la campagne municipale qui démarre? Je sens Je crois qu'on en a depuis un an, on n'en parle quasiment plus. Il y a des petites phrases de temps en temps de président de région, du conseil général, mais il n'y a pas globalement, on n'en parle pas. La seule communication, c'est les travaux commencent, ça va se faire. Il y a, je crois que c'est M. Oxel qui a dit qu'il faut siffler la fin de la récré, maintenant on avance, et nous on n'est pas d'accord. Ouais, et nous aussi, cette manifestation là du 22 février, c'est aussi l'occasion de reprendre le calendrier en main et de ne plus être dans l'attente du calendrier imposé par les aménageurs et AGO. Et c'est l'occasion de montrer aussi qu'on s'est remis de leur tentative d'expulsion, que ça y est, maintenant on est reconstruit, on est réorganisé et qu'on va aller de l'avant et que cette manif c'est un point fort qu'on va poser et on aura d'autres à l'avenir. Le débat il soit revu et voilà, que c'est pas du tout gagné, c'est ce qui passe dans les médias, les travaux avancent, c'est vraiment une communication qui nous pèse en fait, où les travaux avancent alors qu'en fait il se passe rien et du coup on veut vraiment communiquer là-dessus, en fait c'est pas perdu et voilà, nous on est confiants et il va pas se faire cet aéroport. Vous dites 0 voix pour les candidats qui prendront parti pour l'aéroport justement. Patrick, par exemple, comment vous allez agir? Et si on prend l'exemple de Nantes, justement, qui n'est pas loin, qui est quand même la ville, certes il n'est plus maire de Jean-Marc Ayrault, comment peut-être vous entendez peser sur le débat? Alors en fait, lors des réunions intercomités, là, donc c'est un peu une initiative, des comités de soutien qui est ressortie, parce que c'est vraiment dans les deux sens, c'est pas nous qui disons faut que vous fassiez ça, c'est vraiment des échanges. Et du coup, les comités de soutien, eux, ils ont une volonté d'interpeller tous leurs élus, les gens qui sont candidats aux élections, à ça, en leur disant, et en faisant des campagnes au sein des comités, et les comités veulent faire des campagnes auprès des citoyens ou des gens autour d'eux pour dire, voilà, si vous êtes contre l'aéroport, vous donnez une voix, ça va plus partir des comités de soutien, cette dynamique là. Vous avez le sentiment que vous pouvez justement peser dans ce débat, et peut-être dans le débat nantais aujourd'hui, où certes Jean-Marc Ayrault n'est plus là, mais son nombre plein de pays, vous avez le sentiment que vous pouvez justement, que Notre-Dame-des-Landes peut interférer dans le débat politique? On espère. C'est le but, c'est un peu le but de... Oui, c'est un peu le... Mais j'ai l'impression que le but il va au-delà des élections en fait. Ce qui est chouette avec cette manif du 22, c'est que c'est juste avant, mais en fait le débat il va vraiment au-delà des élections. Le but c'est de proposer, de construire un autre monde, parce que le monde qui va avec les élections et tout ça, il est en train de se dégrader et nous on est là à proposer d'autres façons de s'organiser, d'autres façons de vivre et tout ça que juste le débat politique. Alors le débat politique, le débat en fait des élections et tout ça, c'est annexe quoi, ça vaut presque pas grand chose en fait par rapport à ce que nous on est en train de construire derrière. Et ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'on est nombreux aussi à refuser qu'on se fasse aménager nos vies et tout ça par des décideurs politiques, et qu'il faut reprendre nos vies en main directement et s'organiser nous directement ensemble, quoi. Le 22, vous l'avez choisi exprès parce que c'était proche des élections, ou c'est un hasard? Ah, on en a fait exprès. Parce qu'effectivement, quand il y a des élections, il y a toute une agitation politique et tout, et nous on a envie de jouer sur toutes les manettes, quoi, parce que c'est tout, à partir du moment où on peut communiquer notre message, on essaye de le communiquer, quoi. Un peu le projet d'aéroport de Nantes, ça va au-delà de la ville de Nantes, c'est dans les projets de métropolisation, comme ils l'ont dit récemment, là, qu'ils voulaient
garder les communes, mais qui voulait des grandes métropoles régionales. Et du coup, c'est aussi ce procédé-là de métropolisation où il y a une grosse ville et avec plein d'infrastructures autour. Et après, on regarde pas trop. Et du coup, c'est aussi ça qu'on dénonce à travers la lutte contre l'aéroport. Et du coup, les élections municipales, c'est pas le maire de Nantes qui va décider si l'aéroport il se fait ou pas. De toute façon, c'est beaucoup plus global que ça. Que c'est quand même pesé et que le débat il renaisse à ce moment-là parce que les gens ont l'impression que c'est fichu qui va se faire et du coup le débat il est plus vraiment présent dans l'opinion publique au quotidien. Vous dites que c'est pas le maire de Nantes qui va justement peser, sauf que l'ancien maire de Nantes aujourd'hui il est Premier ministre. Alors est-ce que justement si son parti sur lequel on réclame en fonction du chiffre, est-ce que vous avez le sentiment que ça pèsera justement sur lui Premier ministre et peut-être sur l'aéroport après? En fait, on pèse déjà clairement Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe ici, ça pèse déjà dans le débat. Donc même si on en parle un petit peu moins, j'ai l'impression que les gens connaissent, tout le monde connaît Notre-Dame-des-Landes, tout le monde connaît la lutte qu'il y a ici. Et ça représente beaucoup plus que la lutte contre l'aéroport, c'est la lutte contre le monde qui va avec l'aéroport. Et c'est pour ça qu'on se sent hyper proche des mouvements contre les lignes LGV, contre les lignes trop de tension, contre les centres d'enfouissement de déchets nucléaires, contre tout ce qui est aménagement du territoire qui nous dépossède de nos vies et qui nous rend dépendants d'un système qu'on veut plus cautionner. Merci. Merci. On peut pas donner notre prénom pour Camille. Tu choisis. Ouais. Ça sera Camille. Merci en tout cas. Bien parlé. Puis ne dites pas mais c'est aussi et surtout l'occasion de gagner un paquet de pognon pour Vinci et on est amis, je peux pas le nier. Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Huillard si j'arrive à faire taire les Nantais et autres écolos aigris et militants déjantés voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens. C'est quand même un peu irritant et puis pas très juste navré, mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer. Voilà le genre de truc que je me dirais si j'étais dans le boys band présidentiel entre Valls et Hérault, mais aussi bien d'autres. Je scande pas tous les noms de ceux qui veulent se rendre la poire, y'en a une bonne bande. Je serais le premier à le vouloir si je te ministre sous François Hollande. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressent en nous bernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Le dégât pour nos ministres qui souvent ont une vie triste. Les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre. C'est pas trop la pétante donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Conférence de presse à la Vacherie, c'est la réplique des opposants de Notre-Dame-des-Landes au préfet et à Vinci. La résistance est toujours là, plus forte que jamais, et elle compte bien le prouver lors d'une manifestation le 22 février à Nantes. On leur souhaite bien du courage s'ils osent venir s'aventurer sur la zone, puisque c'est notre territoire, on le connaît bien, on sait qu'il y aura les comités de soutien proches qui viendront directement en renfort sur la zone, on est prêt à occuper les lieux de pouvoir partout sur le territoire. La moindre mare qui sera creusée, elle sera rebouchée, enfin, on veut laisser faire aucun travaux. Sur la ZAD, la zone à défendre, les occupants se sont installés durablement. Ils sont 200 et contrôlent la route d'accès pour les engins de terrassement, la RD 281. Des recours sommaires ont été engagés pour protester contre les 4 arrêtés préfectoraux. La CIPA demande au gouvernement de revoir sa copie. Même la DGAC qui jusqu'à maintenant disait que Nantes Atlantique ne pouvait pas être réaménagé et qu'ils viennent de reconnaître qu'on peut aménager Nantes Atlantique. Des aéroports comme Bordeaux ont été améliorés pour des coûts qu'on connaît, donc on n'a peut-être pas besoin aujourd'hui d'un 4 étoiles en termes d'aéroport à Nantes Atlantique, alors qu'on veut faire un low cost à Notre-Dame-des-Landes. Vinci a fait savoir la semaine dernière que les travaux d'aménagement ne commenceront pas avant cet été et ils débuteront en priorité par le transfert des espèces protégées. Après un an de calme, Notre-Dame-des-Landes risque donc de connaître une nouvelle période de tension. Si j'étais dans le gouvernement héros, je me dirais que pour me détendre, je peux écouter le boléro, aller me balader dans les Flandres et y prendre l'apéro. Loin de la bande à Hollande, à distance de ces gros blaireaux. Je pourrais aussi jouer les tendres, emmener Bobonne au resto pour changer des berlines allemandes, la faire voyager en métro, bouffer de mon filet de limande au Fouquet, je veux dire au McDo, avec l'argent que je truande, je veux dire avec celui du boulot. Oui mais j'ai trouvé bien plus drôle, j'ai trouvé plus rigolo quelques militants stupides, gauchistes, anarchistes et écolos se battant pour un monde plus clean, ami de la terre, de l'air et de l'eau, ardent
que l'aéroport du Grand Ouest serait peut-être de trop. Sous prétexte qu'on bétonne 2000 hectares de terre, qu'on déloge les autochtones à coups de flics et de militaires, envers et contre des tonnes de gens qui se révoltèrent et qui au passage s'étonnent qu'on dépense tant en période pourtant austère. Je leur ai envoyé 1200 policiers, militaires, 500 CRS et gendarmerie aussi, un hélicoptère pour larguer des grenades assourdissantes en pensant que ça les ferait taire, ça et quelques lacrymos pour réprimer les plus réfractaires. On s'est bien amusé, de la force on a usé, bien sûr sans en abuser, pour ne pas se faire accuser, on s'est donc mis à ruser. Comment ça se passe, tu le sais, tu gazes le suspect et tu dis que c'est lui qui a commencé. Voici le genre d'idée qui germerait d'ordinaire dans mon cerveau. Si j'avais un quelconque ministère avec un chauffeur perso, j'aurais beaucoup de pouvoir, donc me prendre pour un super héros. Je serais sûrement le premier à le faire si j'étais dans le gouvernement héros. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressant nous bernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Je dégare pour nos ministres qui souvent ont une vie triste. Les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Ils ont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre. C'est pas trop la pétanque donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Pour les agriculteurs, justement, on sent une forte mobilisation pour venir avec des tracteurs. Encore est toujours plus nombreux, il y en avait 400 le 17 novembre lors de la réoccupation de l'analyse de réoccupation. Là on sent qu'il y a une mobilisation, y compris dans les départements à côté, où les gens sont prêts à venir de loin, parce que partout les agriculteurs sont confrontés au fait que la terre agricole est tout le temps la valeur d'ajustement de ces grands projets. Et donc le monde agricole est très motivé, très mobilisé. Donc je ne sais pas combien il y aura de tracteurs, mais on peut en espérer beaucoup. On peut rappeler que tous les 7 ans, il y a l'équivalent d'un département de terre agricole qui disparaît. Il y a le discours du gouvernement qui dit qu'il faut protéger ces terres agricoles, et des actes qui sont complètement à l'inverse. Il va falloir que ça se clarifie. Il est ressorti aussi samedi qu'en cas de démonstration de force des porteurs du projet sur la zone, nous sommes prêts à démarrer des actions de soutien ici pour se défendre, mais aussi à travers tout le territoire français, par rapport au lieu de pouvoir de décision, tant politique que des porteurs de projet, au niveau d'infrastructure. Et surtout de rappeler au Parti socialiste qu'il y a un accord politique qui a été obtenu à l'issue d'une grève de la faim et qu'il ne doit pas avoir d'expulsion. Je pense que les recours juridiques dont le pouvoir en cassation ne sera pas rendu. Donc d'ici là, c'est aussi pour nous de faire respecter une parole politique qui a été donnée à un moment. Et là-dessus, on sent que certains élus veulent le passer à la trappe, et nous, on y tient, par respect par rapport à ceux qui ont accompli cet acte de grève de la faim, que c'est notre devoir de le faire respecter. Et c'est là-dessus, il n'y aura aucune défaillance de notre part. On peut aussi dire qu'il y a de nombreux comités de soutien qui s'organisent dès à présent pour bloquer la région en cas de départ des travaux ou de vague d'expulsion, ce qui n'est pas non plus envisageable s'ils veulent faire un travail très grand. Et sur le terrain, on est déterminé et confiant. Et maintenant, on s'est bien remis des expulsions, des tentatives d'expulsion de l'opération César. Il y a de plus en plus d'habitats, on n'a jamais eu autant d'habitats sur la zone. Il y a des projets agricoles de plus en plus. Le territoire, on le connaît très bien, la zone, on la connaît très bien. Et s'ils souhaitent s'aventurer dans le blocage, on leur souhaite bien du courage. On est d'autant plus fort que entre les gens qui occupent la zone, les agriculteurs du coin et les agriculteurs autour, donc qui sont regroupés sous le nom copain. Maintenant on se connaît mieux, on a travaillé ensemble justement avec Sam Tazad. Chacun
dans le respect des idées des autres, on travaille ensemble. Et ça sera beaucoup plus compliqué que lors de l'occupation Césaire de tenter des divisions comme ils ont tout le temps voulu faire. Dire il y a des opposants légitimes et des opposants illégitimes, ça n'existe pas. On est tous légitimes. Est-ce qu'on peut dire que les soutiens qui participaient à l'AG de fait de Bretagne sont repartis avec leur feuille de route et pour une action en cas d'intervention dans le blocage? Est-ce que tous maintenant savent ce qu'ils feront en cas d'opération dans le blocage? C'est déjà la première feuille de route, c'est de préparer activement la manifestation du 22. Donc déjà, par rapport à tous les préparatifs sur ce genre d'événement, on a été surpris puisque tout ce qui est en termes de communication, affichage ou tract, tout est parti au vu de la présence nombreuse des comités de soutien. Donc il faut aujourd'hui faire un nouveau tirage pour tout ce qui est du département et des départements autour. Donc on a déjà un aperçu de leur détermination et de leur envie de nous aider. Et combien de comités de soutien? C'est toujours autour de 200? Oui. Mais disons que eux aussi ils travaillent comme nous à élargir leurs liens, notamment à renforcer les relations avec les groupes copains qui sont aussi hors du département, puisque le copain c'est quand même l'association de diverses organisations agricoles opposées à la FNSEA sur le plan politique, et donc ça permet aussi de faire des liens en dehors de la Loire-Atlantique qui permettent de renforcer les réactions qui seront possibles sur leur lieu. Et partout en France, il y a des grands projets inutiles qui émergent, donc ça permet de faire le lien. Et à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérimentation en termes de vitrine HQE, on n'a pas le doigt de blancher sur le volet environnemental. Parce que si aujourd'hui les arrêtés préfectoraux ne remplissent aucunement les 12 recommandations de la commission d'expertise scientifique, c'est très clair que l'État aujourd'hui se met entre guillemets hors la loi, alors qu'il se réclame de vouloir faire appliquer la loi ici. Et donc la réaction populaire et puis citoyenne va s'exercer pour que le volet environnemental ne puisse pas s'appliquer à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est la fin de toute réglementation environnementale, c'est un détricotage de tous les Grenelles, et ça veut dire que c'est valable pour la France, mais demain l'Europe, c'est parti. Et vous attendez le 22 des gens de toute la France? Oui. Il y a déjà des cartes qui sont en train de se mettre en place. Combien? Est-ce que vous savez combien il y a de cartes aujourd'hui? Non, encore, mais il y a plusieurs, enfin de nombreux comités nous ont dit qu'ils préparaient les cartes. Et certains comités ont espoir de remplir plusieurs cartes. Ça peut faire plus que lors de la manif de réoccupation du 17 novembre 2012. Vous avez un bon ressenti de la mobilisation déjà, donc est-ce que... Là, on n'a jamais eu tant de préparation en amont pour une manif que celle-ci. Dans un climat serein sur la zone. Et ça veut dire aussi que les comités de soutien, ils ont répondu. Déjà, c'est déjà une première amorce samedi, par leur présence massive. Les retours, on n'avait jamais eu tant de retours de comités de soutien. Ça veut dire aussi que l'information circule dans les deux sens, tant à partir de la ZAD que de la coordination et que le réseau des comités de soutien. Donc le va-et-vient de l'information circule. On l'a testé, ça marche. Et beaucoup de comités de soutien nous ont eu beaucoup de regrets de ne pas venir le 18 janvier, parce qu'ils étaient déjà dans l'action de préparer des cars pour venir le 22. Et que déjà pour eux, leur objectif c'est de réussir le 22. Je pense que tous les ingrédients sont là pour que le 22, ce soit une réussite. Vous êtes fixé un objectif en nombre de participants? Bon, mais ça on peut toujours délirer là-dessus. On peut parler de nombre, on peut parler de qualité aussi. Je pense que ça sera déjà une réussite dans la préparation.
Donc le reste devrait suivre, et ça on verra le jour. Tant la mobilisation paysanne du côté de Copain que la mobilisation populaire à travers ce qu'on a senti nous samedi avec ceux qui étaient là, je vois pas comment ça peut ne pas être une réussite. Il y a des tonnes d'idées, il y a des tonnes de propositions, d'animations, de choses à faire pendant cette manif, et du coup je pense que ce sera vraiment une manif vraiment festive, très populaire. Et par rapport au comité de soutien, il y a vraiment une volonté de se réapproprier cette manif avec leurs propres outils à eux, avec leur propre sensibilité à eux, avec leurs propres moyens d'action. C'était aussi pensé comme ça, faire en sorte que chaque comité puisse apporter sa touche à cette manif avec sa propre sensibilité. Et c'est sûr aussi qu'en cas d'attaque au début des travaux, il y a des réactions un peu prévues par rapport au comité de soutien. Chacun à peu près sait où aller, quoi. Il y a cette histoire de venir directement soutenir sur la zone, il y a des occupations de lieux de pouvoir, et il y a ces idées de blocage de la région, et chacun est reparti avec ça en tête, et ça peut réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous entendez par blocage de la région? Bloquer les flux, en général. Ah, c'est bloquer les routes. Les flux, voilà, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est... Je pensais que c'était la région, le bâtiment, le conseil régional. En fait, c'est assez large pour que chacun puisse interpréter ça comme il le ressent. Mais on interprète mal. On va le reprocher. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Chaque comité a aussi son autonomie, et les gens font ce qu'ils ont envie de faire suivant la capacité qu'ils ont de faire. Je veux dire, tout le monde n'a pas la même manière de réagir, il y en a qui sont plus... J'imagine qu'il y a des hypothèses qui ont été évoquées. Oui. Concrètement, oui, voilà, on va quand même pas vous verrez lourd. Et ça, c'est juste des idées en l'air, ou c'est vraiment des choses qui ont été actées par l'AG et, par exemple, le blocage des flux, ou enfin, le blocage de la région, parce qu'on disait l'occupation des lieux de pouvoir, c'est quelque chose qui a acté, qui a été voté? Il y a des choses qui se sont faites déjà dans les... Ça a été dit ça déjà, oui. Vas-y, quand ils sont intervenus le 23 ou 24 septembre, novembre, Rosier et dans la forêt, il y a les ponts de la Loire ont été bloqués, enfin il y a eu plein de choses. On peut imaginer des choses comme ça, quoi. Mais ouais, enfin, ce que je veux dire, même pour transmettre ce que vous nous dites, vous nous dites si on se trompe, mais en cas de réoccupation, en cas d'invasion policière, voilà, il y aura forcément une occupation des lieux de pouvoir ou un blocage de la région. Et où? Ouais, plus du renfort sur la zone. Juste là. Il y a combien de personnes sur la zone justement en ce moment? Combien de personnes sur la zone? Il y a à peu près 200 personnes qui habitent là de façon permanente, plus le roulement. C'est une augmentation depuis la réoccupation, c'est à peu près stable. Mais il y a beaucoup de circulation. Il y a à peu près une cinquantaine de lieux aujourd'hui d'habitation qui ont été reconstruits depuis le début de l'année. Et il y a des nouvelles maisons en dur maintenant aussi qui ont été réappropriées. Plusieurs locataires qui sont partis et qui, du coup, les maisons, 5 maisons qui ont été. Depuis le 31 mars, je peux dire que depuis le rendu des commissions, Vinci n'a rien fait sur le territoire. On est resté figé en termes de travaux, en termes d'expulsion. Il n'y a rien. Par contre, nous, on s'est renforcés, puisque le camarade vient de le dire, que les maisons que les anciens occupants sont partis d'eux-mêmes, ils ont été réhabilités, occupés. Il y a des familles qui sont dedans. Donc on est en plein dans la stratégie d'occupation, d'une part avec des projets derrière. Donc on s'installe dans le durable.
J'ai une petite anecdote à propos de ça, parce que tu as employé le terme réhabilité, et c'est vrai qu'il y a quand même un type de réhabilitation, parce qu'il faut savoir que Vinci demande AGEO demande aux anciens propriétaires, aux anciens locataires, de rendre les maisons inhabitables derrière. Donc il leur demande de détruire des choses dans la maison pour pas que ce soit réhabitable derrière. En échange de quoi, ils ne donnent pas les indemnités maximales si jamais les personnes ne rendent pas la maison inhabitable. Donc effectivement, il y a un truc de réhabilitation quand on arrive sur ces nouvelles maisons, il faut la remettre, en état puisqu'il y a des dégradations qui... Vous avez des exemples concrets des dégradations? Ouais, par exemple des cheminées qui sont détruites, des escaliers qui sont détruits, couper les arrivées, casser les arrivées d'eau, casser le réseau électricité, les vitres, et ils demandent de fournir un dossier avec photos et tout ça pour prouver que la maison a bien été dégradée par AGEO. Et c'est commandité par AGEO sous la contrainte de finances et tout ça. Déjà que les gens qui sont expulsables, c'est déjà une grosse pression. En plus, on leur demande de dégrader leur propre maison. Je pense que c'est complètement scandaleux. Les méthodes de Vinci, elles ne sont pas forcément étalées au grand jour. Nous, on a commencé à les expérimenter à partir des expropriations. Et que là, il y avait du harcèlement moral sur les propriétaires pour les empêcher d'aller en expropriation au tribunal. Et ça continue après, même avec ceux qui ont fait des conventions de départ amiable. Puisque là, c'est vraiment, on les met sous pression en gardant sous le coude des indemnités tant que la maison ne serait pas détruite ou dégradée. Donc on a là quand même le vrai visage de Vinci qui se découvre. On n'est pas... Vinci, c'est pas un enfant de cœur. Et souvent, on a tendance à présenter que la résistance à Notre-Dame-des-Landes, elle est une résistance radicale, destructive, alors qu'en fait, nous, sur la zone, qui c'est qui détruit? C'est Vinci. On ne fait que se défendre. Et là, on réhabilite les lieux. Il y en a eu 13 maisons en dur qui ont été détruites, et on ne veut pas que ça recommence. Il y en a déjà trop, c'est 13 de trop. Et on en a sauvé plusieurs, et chaque fois qu'il y a une maison qui se libère, les tracteurs qu'on appelle vigilants maintenant se déplacent pour aller faire barrage sur les routes le temps que des gens s'installent dedans et entreprennent les démarches pour se domicilier là. Et donc on a fait ça à la Chaudière, le jour où on a eu... on est arrivé avec une dizaine de tracteurs et des remorques, tout ça. Et là on a vu un chantier abominable. Les baies vitrées cassées, les escaliers, les cheminées. Les arbres fruitiers coupés. Ouais, c'est ça. Et là on peut certifier que c'est les ordres de Vinci. On a bien entendu qu'il y aurait une réaction en cas d'intervention dans la ZAD. Quel est le seuil de déclenchement? Par exemple, s'il y a juste un tractopelle qui vient pour creuser une barre ou deux avec quelques képis, est-ce que ça suffit pour déclencher cette grande opération de résistance dans toute la région? Ou bien est-ce qu'il y a une gradation? Quel est le seuil à partir duquel ça bouge vraiment? Ça, ce sera à nous de l'interpréter le moment qui arrivera. Il ne faut pas non plus s'affoler. Depuis 8 jours, on serait à même d'être déjà là avec les bruits qui circulent, que vous êtes plus ou moins quelquefois au courant au niveau de la presse. Pour le moment, il faut savoir garder les nerfs solides, c'est sûr, et ne pas s'affoler au moindre alerte. Et puis, une mort, c'est une mort, on verra. Quelquefois, il faut en avoir marre. Mais on appréciera, il peut y avoir aussi du défrichage. Après, il s'agit à nous d'analyser ensemble, au niveau de la zone, ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut considérer comme un critère d'irréversibilité. Et à partir de là, on verra. Parce que le combat à Notre-Dame-des-Landes, pour certains, c'est un combat qui est déjà long, qui est dur, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc l'énergie, il faut qu'on la garde sous le coude aussi. Parce qu'il faut pas penser que dans 8 jours ou dans 2 mois, le combat il sera fini. Non, il n'y a rien de gagné aujourd'hui. Le 22, ça sera difficile, c'est sûr.
Ça sera décisif sur le plan politique, mais ça ne sera pas gagné sur le plan matériel sur la zone. Donc gardons aussi des forces pour demain. Sur les recours, vous avez j'ai Françoise Vercher en ligne qui disait qu'il y avait des premiers recours qui avaient été déposés au TA. Il y a ces deux mains, non? Là, on a eu les premiers recours sommaires qui ont été déposés. Symboliquement, enfin, les recours juridiques sur le fond sont en finition. Ce sera début février. Il reste à peaufiner quelques trucs. Et autrement, au niveau de l'Europe, la commission des pétitions est réactivée, puisque les arrêtés ont été transmis. Nos premières analyses d'anomalies ont été transmises. Donc le calendrier, par contre, européen, c'est un calendrier qui marche à la vitesse d'un escargot. Et en plus, on va rentrer dans une année d'élection. Donc au niveau structure administrative, ça va être mis en stand-by à partir du 17 avril. L'Europe, on la garde sous le coude, mais ça sera sans doute l'Europe pour la fin de l'année, ou la deuxième partie de l'année, au mois de septembre. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on repart sur l'Europe, parce que contrairement à ce que les aides pour l'Ouest ont vu fanfaronner, il n'y a rien de décidé, tout est ouvert, donc il faut alimenter. Et on ne pouvait pas, au mois de septembre, prétendre à d'autres choses que ce qu'ils ont répondu, puisque les arrêtés viennent d'être sortis à Noël. Il y a possibilité, malgré, par rapport à l'avis qu'ils ont donné, de réactiver cette... Oui, ça y est, c'est fait. Et on saisira sans doute la Cour de justice européenne pour un manquement au droit européen en général. Les recours sont suspensifs? Non. On a deux types de recours. On a le recours sur le fond dont on parle, et autrement on a un référé suspensif qu'on peut activer ou interruptif de travaux en fonction de l'urgence. Alors après, le caractère d'urgence, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur tel type de travaux on activera ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la résistance sur le terrain sera activée parce que c'est normal. Par contre, après, le juridique suivra ou suivra pas, ça dépendra de l'opportunité, de l'irréversibilité du sujet du moment. Et demain, le recours qui doit avoir lieu demain, alors je ne sais pas si c'est au TA ou en appel. Pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité demain. Demain, c'est une plaidoirie en appel au tribunal administratif sur l'arrêté de cessibilité. Parce qu'on nous avions été déboutés au mois de décembre 2012. Donc c'est une plaidoirie, donc il n'y aura pas de décision. Sans doute en délibéré. Demain, on aura aussi délibéré par rapport aux expropriations sur les voiries extérieures. Demain aussi. La priorité, ça sera à la Cour d'appel administrative. D'accord. D'ailleurs, on a appelé un petit rassemblement de secours pour ce jour, demain matin. La Cour d'appel administrative, oui. C'est à Nantes, là? La Visto. Oui, c'est à Nantes. De toute façon, les recours, c'est l'arrêté de loi sur eux, ça sera auprès du tribunal administratif de Nantes. Pour revenir sur les expulsions, AGO parlait qu'il restait 4 agriculteurs et une petite dizaine d'habitants expulsés. On est d'accord sur les chiffres ou pas? Après, ça dépend ce qu'on met derrière les chiffres en termes. Nous, on sait qu'aujourd'hui, il y a 7 exploitants agricoles qui sont en expropriation. Ils n'ont pas tous leur siège d'exploitation sur la zone. Ils sont en périphérie. Après, c'est une histoire d'interprétation. Mais on est toujours dans la même logique d'occupation de l'espace de la zone, avec la même détermination au niveau agricole. Et elle-même, elle s'est accentuée, puisque avec l'action des copains sur Bellevue, par rapport à Angéo et à l'occupation d'espaces des terres agricoles qui sont libérés par le départ de certains paysans, il y a un rapport de force qui s'est exercé, et c'est pas Angéo qui commande, c'est le groupe copain qui collectivement répartit les terrains potentiellement libérés, et ce qui a abouti à l'opération des semoilles du 5 octobre avec 25 hectares. Celle-ci s'est discutée, tout ça, au sein de l'Assemblée Sainte-Azade, qui sont des assemblées horizontales. Je
veux dire, sur les chiffres, grosso modo, au niveau des habitations, ils sont sans doute un peu courts, hein, parce que moi j'en compte plutôt une vingtaine qui sont en expropriation. Ça, les gens ils sont dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'occupation sur place, presque liée au vélo. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est des gens qui sont sous le couvert de l'accord politique de la Gazette. Moi, je reviens au comité. Ce week-end, il y avait vraiment des gens qui venaient de toute la France ou c'était plutôt le Grand Ouest Il y en avait de Strasbourg, il y en avait de Lille, il y en avait de Bordeaux. Partout. Évidemment, les plus nombreux étaient ceux du Grand Ouest. Il y en avait qui venaient de Turin et du mouvement contre la ligne LGV, là, contre le tas de la ligne Turin. Il y avait des gens qui étaient de Strasbourg et proches de la lutte contre le sol d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Il y avait des gens de... En fait, tous les comités de soutien, c'est des comités de soutien à la lutte contre l'aéroport, mais c'est aussi une façon de créer des liens entre les différentes luttes contre les projets nuisibles et du coup contre tout ce qui est ligne LGV, centrale, ligne très haute tension, centre d'enfouissement de déchets nucléaires, gaz de schiste et tout ça. Ça fait une grande ramification et un grand réseau de lutte et les liens sont de plus en plus denses quoi, sur ces connexions interluttes. On peut lire justement ceux qui venaient de Lyon, qui se battent contre le tunnel Lyon-Turin. Côté Italie, où il y a des résistants qui sont maintenant considérés comme des terroristes. Il y en a 3 qui sont enfermés, isolés, et qui risquent 20 ans de prison. On les traite comme des terroristes. Est-ce que la figure du mauvais opposant a bien pris? Ça, c'est une des choses qu'il faut aussi désamorcer sur ces figures de bon opposant et mauvais opposant, comme tu disais tout à l'heure. Ici, on essaie de faire en sorte que le jeu de la préfecture là-dessus ne puisse pas prendre. Puisqu'après, on arrive à des aberrations comme ça où des opposants sont considérés comme des terroristes et encourent des peines de 15 à 20 ans de prison. Juste pour s'opposer à des projets qui sont destructeurs. Et là, au quotidien, vous redoutez l'intervention? C'est quelque chose que tu redoutes? Ça peut être demande, ça peut être entraînement? Depuis que les arrêtés ont été on la redoute dans le sens où on n'a jamais envie de se faire agresser par les forces de police, mais par contre, c'est clair qu'on est conscient, qu'on est déterminé sur le terrain et que là, voilà, on maîtrise le terrain ici et s'ils viennent, vraiment on leur souhaite du courage parce que les gens ici sont vraiment déterminés et ça passera pas comme ça quoi. Ils n'ont pas réussi l'année dernière et les liens sont de plus en plus forts entre tout le monde et du coup ils passeront la prochaine fois. Et on peut rajouter que en fait, quand ils sont arrivés le 16 octobre, donc l'opération César, il n'y avait pas beaucoup de journalistes. Les journalistes sont venus après, et ça fait beaucoup de mal. Quand il y avait beaucoup de journalistes les 23 et 24 novembre dans la forêt et tout ça, c'est ce jour-là que Hérault a décidé de mettre en place une soi-disant commission de dialogue. Les images qu'on passait à la télé en ouverture des journaux, sans doute qui ont fait beaucoup de mal. Donc on espère que vous serez là aussi. Donc il faut bien accueillir les journalistes. Ah ben oui, mais moi je suis bon. Il faut bien accueillir les journalistes, mais il faut faire attention à ce que les journalistes ne participent pas à construire les figures du mauvais opposant et du bon opposant, et c'est souvent ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça que des fois les journalistes sont mal accueillis, ou qu'il y a un truc comme voilà, certaines images sensationnelles et tout ça, associées d'une petite légende et d'un petit discours qui est celui de la préfecture. C'est clair que ça passe pas et qu'il y a des gens pour qui c'est quelque chose voilà, d'important de faire attention à ce qui est pris comme image et des fois dans certaines situations il faut être très précautionneux
Voilà. Mais il y a des fois, c'est compliqué de faire son travail quand même. Mais il y a des fois, c'est compliqué de faire le nôtre aussi quand il y a des journalistes qui filment. Et de mettre tous les journalistes dans le même... Il y a un moment où c'est très difficile, nous aussi, faire notre travail. C'est bien, mais parce que vous le dites, vous avez besoin de la presse, hein, mais il ne faut pas nous mettre non plus tous en même sac. Bah, les journalistes représentent la société dans sa diversité, moi je suis d'accord. Oui, mais comme il y a aussi des profils différents chez les opposants, hein, oui. J'entends bien. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à plusieurs reprises, il y a aussi des profils différents chez les journalistes. Et généralement, si les journalistes prennent les contacts avant et prennent le temps de faire les choses un peu en respectant les personnes qui vivent ici, généralement, il y a moyen que ça se passe bien. Le problème, c'est que le jour où ça ne va pas... Ouais, et puis on n'a pas toujours jour où ils interviennent, on n'a pas forcément le temps de... Et c'est un travail peut-être qu'il faut faire avant que ça passe. C'est pour ça qu'on est là. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. Moi, ça permet d'échanger. Et comment ça se passe sur la zone là? Vous êtes pas, il y a des maisons un peu partout, mais ça s'organise. La vie au quotidien, ça se passe comment sur place là? Ça se passe bien, on a des assemblées entre habitants ou interludes toutes les semaines, tous les 15 jours. Après, au quotidien, comme on dit tout à l'heure, avec l'assemblée Sainte-Azade des copains, il y a des assemblées agricoles, donc il y a plus de 20 nouveaux projets agricoles qui ont vu le jour là depuis l'année dernière. Pour l'année prochaine, il y a encore de nouveaux projets de grande culture en plein champ pour continuer dans cette dynamique d'occupation des terres. Il y a un non-marché qui est lieu tous les vendredis, où les gens des alentours peuvent venir chercher à prix des légumes, des produits laitiers qui sont produits à Bellevue dans la ferme qui est tenue par copains. Et du coup, au quotidien, c'est à la fois s'organiser dans toute la lutte contre l'aéroport, donc organiser les manifs, la résistance, et aussi au quotidien s'autonomiser. Il y a eu aussi la construction d'éoliennes, il y a des gens qui apprennent à construire leur habitat. Il y a une maison qui a été faite au sans nom, qui malheureusement a brûlé. Mais voilà, on acquiert des techniques, il y a aussi des ateliers couture. Il y a plein de choses, on apprend à s'émanciper et à devenir autonome le plus possible. C'est riche. Et on a aussi comme beaucoup de soutien de l'extérieur, de gens qui viennent nous voir sur la zone, donc qui sont contents de voir que la zone soit vivante. Comment vous jugez le contexte politique actuel? Est-ce qu'il est porteur pour une intervention? Comment vous jugez tout ça? Est-ce qu'à Paris on a autre chose à s'occuper que de Notre-Dame-des-Landes? Là, déjà, la date du 22 février a été choisie pour la grande manif, c'était aussi d'interpeller les candidats à des élections municipales à se positionner par rapport au projet. Ça, c'est pour le plan politique. Après, c'est pas nous qui choisissons les dates d'intervention, parce que si ça avait été le cas, on les laisse où ils sont, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, le climat il est beaucoup plus serein depuis autour du 20 avril, il n'y a plus de garde mobile par là. Donc à chaque fois à chaque occasion de manifestation ou de grande rencontre, s'il n'y a pas de force d'intervention et de répression présentielle, tout se passe bien. Donc on est capable de gérer nos organisations sans force de police. Et puis l'idée aussi de cette manif du 22 février, c'était aussi de ne pas être dans l'attente du calendrier des aménageurs, et nous aussi de poser des moments forts pour montrer que ça y est, on s'est fait remis de tout ce qui s'était passé, puis que nos liens étaient forts et qu'on pouvait aller de l'avant et reprendre l'initiative. Là, c'est un bon truc de poser, cette manifestation à laquelle par rapport au municipal, ce que tu disais Julien, c'est-à-dire que vous attendez que tous les maires, au moins j'imagine ici, ou dans le département, se prononcent précisément. Ça, c'est une des raisons que les comités de soutien seront amenés
selon là aussi leur capacité et puis leur envie à poser au cours des réunions électorales qui sont faites. Là, on ne décide pas ici de faire ceci ou cela. Après, ça dépend des forces qui sont en présence dans les lieux et les moments et les villes aussi, en fonction des événements. Mais ça, on sait que là-dessus, ça sera fait. Comme ça s'est fait dans les autres élections antérieures, il n'y a rien de nouveau là-dessus. La seule nouveauté, donc il n'y a même pas une nouveauté, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on a sans doute la chance d'avoir les deux grands partis majoritaires qui sont en adéquation sur le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça montre que le pouvoir politique, qu'il soit de droite ou de gauche, pour détruire la biodiversité, pour continuer à appuyer sur le dos des plus faibles, ils s'entendent que le changement, il n'est pas pour demain, il est entre nos mains. Est-ce que vous attendez des personnalités politiques, notamment chez les Verts, à l'ONU du 22 Ça, c'est leur problème. Nous, au niveau de l'Assemblée d'organisation du 22, l'initiative de chacun, dans la coordination des opposants, on a des sensibilités différentes. La lutte, en général, à Notre-Dame-des-Landes, elle est de sensibilités différentes. C'est bon, hein. Pour nous, le sujet principal, c'est de bien réussir dans l'unité avec les forces en présence sur la zone, de faire en sorte que le pouvoir n'ose plus revenir sur la zone. Et à partir de là, on aura vu. Pour en venir aux élections municipales, les gens des comités vont aux réunions électorales interroger les futurs candidats, pas les candidats, et on donne comme modèle aucune voix à ceux qui sont pour les autres. Donc là, sur plein, déjà, il y a une liste qui s'est opposée de manière claire à l'aéroport. Sur toutes les communes environnantes, c'est vraiment des dossiers de la campagne ou pas? Ça dépend des communes. Ça fait 6 ans, c'était déjà ça. Oui, tout à fait. Oui. Les maires qui rêvent de couper le roulement, ils sont encore pas élus. C'est pas nouveau, je sais bien. Donc là, pour synthétiser le propos aujourd'hui, donc c'est appel à la mobilisation pour le 22 février, c'est appel à la riposte en cas d'attaque policière. Quoi. Et à partir d'aujourd'hui, c'est surtout vigilance extrême. Vigilance extrême. En vigie pirate. On passe en vigie pirate rouge. Non. Bonjour. Non, mais on est habitué à être sur nos gardes. Alors, les coups tordus, on en a eu. Alors juste, c'est un appel à qui? C'est à toute la population de la région. C'est qui est lancé cet appel au monde entier. Au monde entier. La planète. La planète. Tous ceux qui se reconnaissent dans la justesse de la lutte ici, et qu'ils en ont marre du système, ils en ont marre de tout le bétonnage, de se faire exploiter aussi. Donc c'est ce qui prouve aussi que Notre-Dame-des-Landes est sans doute une convergence de ras-le-bol du système dans lequel on est, en train de se faire exploiter, aussi bien par la droite que par la gauche. Contre le monde qui va avec l'aéroport, presque. Mais quand on étudie dans le monde entier, au moins en Europe, parce que ces lois sur l'eau là, qui sont donc des lois européennes qui ont été adaptées à chaque nation. Tous les bétonneurs professionnels et politiques d'Europe ont les yeux rivés sur Notre-Dame-des-Landes, parce que s'ils réussissent à Notre-Dame-des-Landes, ils réussiront partout. Donc on n'a pas le droit de perdre. Quand le programme des Nations Unies pour l'environnement dénonce la destruction des églises partout dans le monde, Le ministre de l'écologie, il a parlé de Notre-Dame-des-Landes ou quoi? Nous, pour l'instant, on a dû demander un rendez-vous. On a été reçu le mois de septembre par public, il nous avait réaffirmé qu'il nous donnait sa parole de ministre. C'est le terme exact. Celui qui nous recevrait. Non. Le parfum vous recevrez. Et maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on sait aussi que
si nous on soit un jour, c'est quand Hérault nous donnera le feu vert. C'est clair. Ouais, c'est ça. Il n'est peut-être pas la veille de l'avoir le feu vert. De toute façon, ça sera, le feu vert, c'est nous, on a mis le feu rouge pour qu'il vienne plus, c'est tout. Et les deux ministres écolos, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est un peu la vitrine de la classe politique négative, où que quand on est en poste, ben, on ferme sa gueule, et puis que quand on est libéré, ben, nous c'est pour ça qu'on attend un vrai rôle des politiques. C'est que quand ils sont au boulot, et ben, qu'ils disent ce qu'ils font, et qu'ils ont l'honnêteté de nous affronter au sens noble du terme, en termes de vie de tous les jours. Donc là, c'est une fin de nous recevoir qu'on a. La fin de nous recevoir, ben, nous, on peut leur renvoyer comme un gouvernement avec l'occupation à Notre-Dame. Ils tiennent trop leur place. Il y a quand même trois ministres. Il y a des précédents de ministres comme Delphine Batteau. Il y a trois anciennes ministres de l'écologie qui ont quand même émis des doutes après avoir quitté leur poste. Gouvernement. On va bientôt faire un collectif d'anciens ministres. D'ailleurs, va te proposer ça. Ça serait drôle. Ah oui, ça peut être marrant, mais on peut faire une charrette aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des interviews maintenant? Juste, on vous présente comme des habitants de la ZAD en fait. Vous êtes habitants de la ZAD? Oui, on est habitants de la ZAD. Ils sont des vrais habitants. Non, mais je sais pas, vous voulez bien préciser pour une clarification, il faut le faire. Et non pas des campeurs comme ça a pu être écrit dans chez l'article, qu'il y a des gens qui campent. C'est choquant de voir ça dans un journal. Là, on en des termes qui énervent. C'est Camille et Camille, c'est ça. C'est ça.